Donc à l'issue de, ce premier terrain déroulé dans les hautes terres, je suis revenu après la soutenance de mon doctorat en 1974. Je suis revenu à Palawan et j'ai commencé à circuler beaucoup plus largement sur tout le pourtour de cette partie sud de l'île, qui est donc habitée par cette ethnie, ce groupe ethno-linguistique, les Palawan, mais qui se subdivise en petites vallées, petites zones, en petites sections, qui présentent des variations dialectales et culturelles, mais qui sont, sur le plan sociologique, constituées de la même façon. Donc c'est ce que j'ai vérifié lors de ces pérégrinations que je faisais à pied, en bus, lorsqu'il y avait une route, ensuite surtout à pied. Et sur la côte ouest, on était basé avec ma femme sur une île où on avait hérité d'une petite cabane qui avait été utilisée par Bob Fox autrefois. Et donc c'était un petit peu le camp de base, camp de départ. Donc alors j'ai pris aussi une pirogue à balancier à moteur, et j'ai longé toute la côte ouest où il n'y avait absolument aucune route, pas de port, pas de route, rien du tout, depuis la bourgade de Quezon, qui est à peu près au nord de la zone d'occupation Palawan, jusqu'à l'île de Balabac, au sud, qui est, elle, le lieu où habite une autre culture, celle des Molbog, qui sont au fond des Palawan islamisés, mais depuis très longtemps. Donc, ils ont été étudiés assez rapidement par un ethnologue italien et ensuite par un ethnologue français. Mais ils sont encore assez mal connus et c'est des gens tout à fait curieux. Bon, quoi qu'il en soit. Bon, donc j'ai pu donc constater d'abord des variations sur le plan, disons, des rituels et des idéologies religieuses à venir, et puis une grande homogénéité sur le plan social. Sauf que dans une région, les groupes locaux sont plus importants, il y a une densité de population plus grande. Mais la grande différence, la grande dualité que j'ai pu découvrir, c'était entre les hautes terres, justement, ce refuge, refuge au sens réel du terme. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte à quel point c'était un refuge, parce que historiquement, toutes ces populations du bassin des Soulous étaient, qu'est-ce que c'était? C'était des réservoirs d'esclaves pour les populations qui les attaquaient, qui les emmenaient en esclavage et qui les vendaient notamment sur le marché européen au XVIIIe siècle. Très. Et ces raids menés donc par des groupes spécialisés du sud du bassin des Soulous étaient fréquents et ont abouti, dans certains cas, l'historien l'a montré très bien, au dépeuplement de régions entières. Donc, quand je suis arrivé à Palawan, le souvenir de voir la voile d'un prao à l'horizon crée de la panique, ou avait créé de la panique. On se souvenait très bien. Et les gens allaient dans les montagnes où ils étaient justement dans des refuges. On retrouve ça, l'idée de refuge dans la montagne, dans un livre récent de Jim Scott, qui explique que c'est le cas. Dans le message, je l'ai vu dès le départ. Bob Fox, lui, pensait que les gens de la montagne s'y étaient réfugiés
sous la pression de l'afflux des colons chrétiens, et particulièrement américains, puisque c'était une colonie américaine. Mais pas du tout, c'est une très ancienne implantation de la population locale, indigène, dans les montagnes, pour se protéger, pour se mettre à l'abri de ces raids, esclavagistes qui dépeuplaient des régions entières. Bon. Donc, il y a tout de même un certain nombre, même pas mal de Palawan qui vivent dans des régions côtières, voire même qui sont sur le littoral. Et je me suis appesanti, alors j'ai été un peu partout, mais il y a deux régions qui m'ont retenu plus particulièrement. Alors, d'une part, une région côtière, vraiment sur le littoral, sur la côte est, un peu plus au nord de l'endroit où on avait travaillé avant, et une région qui m'avait intéressé parce que j'étais tombé sur un rituel que j'avais jamais observé avant, mais alors très élaboré, très élaboré. Il y avait un chœur de femmes qui chantait, il y avait un personnage qui était une femme qui accomplissait une sorte de danse très lente. Bière de riz, bien entendu, puisque un rituel sans bière de riz, c'est pas possible. Les gonds étaient frappés, un tambour, il y avait un grand tambour. Il y avait tout un appareil, une liturgie que j'avais jamais observé. Et je me dis, cette région était vraiment très intéressante de ce point de vue-là. Donc j'ai continué mes études sur les religions, enfin sur ce qu'on va appeler grosso modo la religion. Et je me suis aussi intéressé, alors là plus tard, à une région qui est beaucoup plus au sud, qui est également une région de collines proches de la mer. On n'est plus dans les hautes terres, on est dans une région de collines, du littoral, côtière, et où donc j'ai observé ce phénomène très curieux, des taux de suicide très élevés, qui me retient jusqu'à aujourd'hui, j'en parlerai après. Donc j'ai fait ma thèse d'État, après de nombreuses différentes stations dans ces différentes régions, sur les rituels et les mythes. Dans mes explorations, par exemple, j'ai fait toute la côte ouest en pirogue, je m'arrêtais à chaque embouchure de rivière. J'avais un compagnon qui gardait le bateau, on faisait de la pêche sous-marine. Bon. Après, je montais le cours de la rivière avec des guides et j'allais dans les hameaux de l'intérieur et j'enregistrais des mythes. Voilà, vous avez des mythes à me raconter, oui, etc. Bon, alors, j'enregistrais des mythes, je prenais des notes lexicographiques et je prenais des notes sur ce fameux groupe de voisinage. Et toujours, la matrilocalité était toujours présente. Et puis après, je redescendais, j'allais dans l'embouchure de la rivière d'après, et je remontais, alors c'était merveilleux, c'était complètement... C'était pas une forêt vierge au sens littéral du mot, puisque bien entendu l'homme l'avait exploité ou utilisé, mais c'était des environnements merveilleux, les rivières étaient tellement poissonneuses, tapissées de poissons reflets d'argent, il y a des magnifiques oiseaux dans les arbres, des rivières absolument limpides, cristallines. Et puis en plus, j'avais pris Proust avec moi, je lisais la recherche. Alors voilà, j'étais dans la littérature, et puis je faisais connaissance avec ces groupes qui étaient tout de même très isolés, qui ne voyaient pas passer des touristes, et qui étaient tout de même, ils étaient timides, mais gentils, affectueux, souriants. Les Palawans sont des gens qui sont très affectueux, et souriants et gentils, mais timides et parfois craintifs, bien sûr, pour différentes raisons. Donc cette espèce de peur atavique de l'étranger qui était un esclavagiste, et surtout
qui amenaient des épidémies, des maladies. Voilà. Donc ça, ils étaient donc très, très méfiants à cet égard-là. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était. Donc je vais récolter beaucoup de versions de mythes, et j'avais fait des observations à plusieurs endroits, notamment plus au nord, dans la région de Quessonne, aussi sur les rituels de cette région-là. Donc j'ai fait ma thèse d'État, bon, c'était un gros machin, vous savez, la thèse d'État à l'époque, c'était une espèce d'exercice médiéval, un chef-d'œuvre médiéval, bah, on démontrait là-bas son expertise absolue. Hein. Il ne fallait pas que ce soit publié, ça doit être inédit, enfin bon, ça l'était en partie, en grosse partie, c'était totalement inédit. Hein. Et donc on a remplacé ça maintenant par quelque chose qu'on appelle l'habilitation, mais qui ressemble finalement à la thèse d'État aussi. Donc je vais parler de ça, si vous voulez. Je vais parler de ces configurations religieuses. Alors, d'abord, je suis un peu comme la plupart de mes collègues, j'ai étudié ce qu'on appelle, guillemets, la religion, le rituel, les mythes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à étudier. C'est ce qu'il y a de plus facile. Les rituels sont des artefacts. Or, les artefacts ont une structure intentionnelle. Les rituels sont des pièces de théâtre, sont des choses qui sont données à voir, et qui ont un commencement et une fin, et qui ont un scénario. Rien de plus facile. Étudier ce que j'appelle les structures du quotidien, qui ne sont pas des artefacts, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai étudié les rituels, comme à peu près tout le monde. Et puis j'ai étudié les mythes, parce que j'étais très intéressé évidemment par ce qu'avait fait Lévi-Strauss là-dessus. Alors je commencerai par l'étude des mythes. Donc je possédais un grand nombre de variantes, et l'étude structurale des mythes, c'est l'étude des variantes. Ce n'est pas l'étude d'un mythe, d'une histoire, mais c'est l'étude des différences qui existent entre les versions de cette plus ou moins même histoire. Des narrations qui racontent, ils ont une définition très simple, c'est des informations venues des ancêtres. Ils ne disent pas que c'est des informations, elles n'ont aucun caractère sacré, et leur statut de vérité est tout à fait problématique parce que beaucoup vous disent, les ancêtres ils disaient n'importe quoi, ou ils ont vu des trucs que nous on n'a pas vu, on peut pas vous le dire si c'est vrai ou pas. Donc scepticisme total. On est dans une société anarchique, une société où il n'y a pas de canon, il n'y a pas de... Donc c'est ce qui va m'amener à vous dire que vraiment les Palawans n'ont pas de religion au sens où nous l'entendons. Donc voilà, les mythes, c'est des histoires racontées par les ancêtres. Ce n'est pas des histoires particulièrement amusantes, mais dont beaucoup de gens se souvenaient et qui racontaient volontiers. Alors j'avais toutes ces variantes, et j'ai commencé à les comparer et à faire de l'analyse structurale de mythes, comme Lévi-Strauss. Alors il faut savoir que quand on entre dans l'analyse structurale des mythes, c'est addictif, c'est comme le LSD ou l'alcool pour certaines personnes. Hein. On ne peut pas s'arrêter. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, je pense que c'est la grande découverte de Lévi-Strauss. C'est la structure cristallographique des mythes. Lorsqu'on entre dans cette analyse, lorsque véritablement on arrive à mettre et les codes surgissent, il suffit de les étudier, il suffit de se concentrer assez longtemps sur ces variantes. On voit les codes surgir. Et ces codes et les configurations logiques qui en résultent sont des réalités. Je suis un positiviste critique, mais je suis un positiviste, sont des réalités. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé par Mais ça débouche sur autre chose. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça dit en fait? Alors, peut-être que ça nous apprend comment fonctionne l'esprit humain, peut-être. Oui. Mais cette connaissance des structures mythiques n'a aucun rapport avec la société ou la religion ou les croyances. Non. Et c'est ça le grand mystère de l'analyse structurale des mythes. C'est pour ça qu'on va y revenir
les gens vont revenir sur la mythologie, pour redécouvrir l'intérêt de la réalité de ces structures, mais ensuite vont se demander à quoi ça peut servir. Alors peut-être qu'on va déboucher là sur les neurosciences, sur le fonctionnement de l'esprit humain. C'était bien tout de même l'idée de Lévi-Strauss. Alors ces structures mythiques en plus, bon, certaines sont, et là on rejoindrait le grand ennemi de la pensée structuraliste qui était Mircea Eliade. Il y a peut-être une universalité de certaines structures, et je crois que cette universalité existe. Mais là, ça va demander encore des explorations nombreuses et longues. Mais je pense que ça a été un héritage de Lévi-Strauss, beaucoup plus, bien entendu, que sa pensée, disons, sociologique ou sur d'autres sujets, comme on y viendra, les non personnels. Il s'est un peu gouré, quoi, s'il faut dire. Pas mal gouré. Voilà. Donc voilà, alors ça a donné lieu donc, à une section de ces états que j'ai publié sous le titre de l'éloignement du ciel, parce qu'un des mythes parle de l'éloignement du ciel par un démiurge, un géant, ou alors par différents personnages qui frappent le ciel, qui était très proche de la terre à l'époque donc des mythes. Donc on fait reculer le ciel, il a trouvé sa distance. Donc tous ces mythes sont des mythes en fait cosmogoniques, cosmologiques, qui expliquent comment par exemple la mer est salée, puis il y a l'eau douce et de l'eau salée, pourquoi le ciel est élevé, pourquoi on n'a qu'un seul soleil et pas 7 comme à l'origine, pourquoi est-ce que les démons, enfin les mauvais esprits cannibales sont devenus de mauvais esprits cannibales alors qu'avant on s'entendait très bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, donc c'est des mythes étiologiques voilà, c'est des récits des ancêtres, et donc ils ont dans la vernaculaire, donc il y a c'est-à-dire les informations, les nouvelles, ce que disaient les ancêtres. Et encore une fois, les gens qui racontent ça disent, moi je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est comme ça qu'on me l'a raconté, c'est l'original, c'est pas moi qui ai inventé cette histoire. C'est ça qui est important. C'est des mythes, c'est des récits qui sont vraiment racontés tels qu'ils ont été reçus par les narrateurs. Bon, donc voilà, ça c'était. Alors après, j'ai étudié, j'ai fait une comparaison, n'est-ce pas, entre les rituels. Alors j'avais trois zones, n'est-ce pas, de comparaison. Alors, dans la montagne, on a ce qu'on appelle le chamanisme, avec une vision verticale du monde, des différents niveaux superposés, 7, 2 fois 7, etc. Et avec des génies, des esprits, des divinités ou des créatures qui se situent à chaque niveau, et avec un dieu unique qui est au sommet, mais qui est un peu un deus otiosus. Lui ne s'occupe pas des choses. C'est plutôt ces génies intermédiaires qu'on appelle des diwata, donc le mot qui a donné Dieu, c'est un mot sanskrit. Donc ça ressemble beaucoup au catholicisme méditerranéen, tout à fait. Parce que, comme l'a dit Max Weber, le catholicisme est polythéiste, et on rend des cultes à qui? Aux saints. Mais les saints, c'est quoi? C'est des génies intermédiaires, et Dieu, il est quelque part très très loin. Donc, quand les missionnaires catholiques sont venus chez les indigènes des Philippines, ils ont trouvé une structure pareille. Ce catholicisme populaire, qui était castillan, méditerranéen, et qui était un catholicisme de culte des saints. Et notre collaborateur nous disait, oui, mais Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on connaît, on appelle ça un tunkul. Un tunkul, c'est un chaman, un grand chaman, donc qui est un guérisseur, et qui a disparu, est monté au ciel, quelque part dans une région céleste, une région élevée de l'univers, et qui ensuite nous aide. On peut le prier, on peut lui demander d'aider les chamans existants à faire sur leur voyage. Donc il y a un rapport très, très immédiat, pas, entre
des croyances qu'on croyait très différentes du catholicisme d'une part et de ces types de représentation de l'autre. Alors dans le chamanisme, le chamanisme c'est un homme, plutôt un ancien, et il fait un voyage. Son âme voyage, le fameux opposition qu'on faisait entre exorcisme et adorcisme. Il s'exorcise lui-même, c'est-à-dire que son âme voyage, rencontre différentes divinités, et ces divinités s'expriment par son truchement. Elles s'adressent dans un langage approprié et avec une sorte de mélopée qui rappelle celle de l'épopée. Elle donne des enseignements ou fait des prédictions. Alors, elles sont tellement vagues, faites attention, il va peut-être y avoir un typhon, il y aura beaucoup de pluie, etc. Bon, bref, ne risque pas de se tromper. Enfin, disons, il y a une communication, puisque ça c'est le but de la chose, c'est de faire communiquer ce monde invisible avec le monde visible, et de demander au monde invisible une protection. Bon, ça c'est dans le... Alors, dans la région dont je parlais, où il y avait ces rituels très impressionnants, j'ai beaucoup travaillé, et là j'avais à faire un ensemble de thèmes, mais les plus importants, les plus centraux, c'était des rituels féminins. Les hommes n'y participaient que marginalement. Ils étaient toujours là, présents, bien entendu, au moment de la cérémonie. Mais il s'agissait de longs cycles rituels que j'ai décrits à part et qui ont fait également l'objet d'une publication qui s'appelle Sin Sin, le théâtre de génie. Car il s'agit là de quelque chose que Roger Bastide avait prévu, avait défini comme de la possession sans transe. La possession sans transe. Bastide avait conceptualisé ça déjà. La possession, qu'est-ce que c'est? C'est du mimétisme. Ces rituels mettent en scène la visite de groupes de génies qui ne viennent pas de régions supérieures ou inférieures, mais des différentes régions de l'environnement naturel. Par exemple, les îles. Il y a des petits groupes d'îles de la mer. Ils viennent de la montagne, ou ils viennent de plus au sud, des plaines, montagnes, îles, etc. Donc ce sont des groupes de génies qui sont aussi définis comme des êtres humains, des taos, des gens, des personnes, mais qui forment une société aristocratique. Donc c'est un théâtre d'aristocrates, de gens qui se déplacent avec des serviteurs, etc. Tout le contraire, évidemment, de la société palawane, qui est un peu différente dans cette région, mais tout de même, qui est également extrêmement égalitaire et démocratique. Et tout de même, ils font venir des gens qui sont, alors voilà, c'est des cours malaises, n'est-ce pas, de petits sultanats, avec... et alors chaque génie, j'appelais ça des génies, des divinités si vous voulez, est représenté par un habillement de l'officiante principale qui est en même temps en train d'être initié ou apprenti. Et tout se passe alors avec un chœur de femmes qui chantent, profèrent un discours dont on ne sait pas vraiment à qui il est adressé. C'est les génies qui s'adressent aux hommes ou c'est les hommes qui s'adressent aux génies, ou les deux plutôt. Il y a une sorte de dialogue entre les hommes et les génies. Donc c'était du mimétisme, c'était du théâtre. Et le troisième, alors c'était les petits rituels, beaucoup là, de possession, un peu violente, qui avait lieu cette fois-ci dans une autre région plus au nord, sur la côte ouest, près de la bourgade de Quessonne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous aviez aussi des officiantes, alors masculins et féminins, mais surtout des officiantes féminines, qui étaient possédées par un génie. Et cette possession se traduisait par des danses un peu effrénées, des gesticulations, etc. Tout le contraire de ce qui se passait donc, dans la région d'avant, dont je parlais des Punang, où ce qu'on voulait traduire, c'était la sérénité. C'était la sérénité, c'était presque une statuaire, il y a un hiératisme extraordinaire de alors que l'agitation de ces... Donc voilà, j'avais trois exemples, le chamanisme des hautes terres, les
le théâtre le mimétisme de Punang et la possession un peu violente, physique de Kesson. Donc, alors, avec cela, j'ai essayé de montrer comment ça variait. Et ça a donné, alors, tout ce matériel n'est inédit, sauf la conclusion que j'ai publiée dans un article assez long de l'Homme, où j'ai montré comment il y avait, je crois, 8 facteurs, dont on montrait qu'ils variaient ensemble. Quand un facteur variait, ça faisait varier les autres facteurs d'une certaine façon, de façon logique. Bah, pour donner un exemple, évidemment, la possession est beaucoup plus féminine, tandis que le chamanisme est un voyage héroïque et beaucoup plus masculine. L'homme voyage, la femme est pénétrée par la divinité. Le rapport entre le génie qui est représenté ou qui est présent dans le rituel est également un rapport, soit un rapport de filiation, soit un rapport de mariage, c'est le cas, soit un rapport de fraternité. Donc là aussi, la conception de la relation à la divinité, au génie, varie en fonction et du sexe et du type. Donc j'avais, si vous voulez, ma seule thèse dans ce travail de thèse d'État, c'était de montrer qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une variation structurelle entre les mythes, mais d'une façon évidemment beaucoup plus floue et lâche que dans les variations structurales qu'on trouve dans les mythes.